Bonjour à tous, à toutes. On vous demanderait de prendre place. Il y a encore quelques sièges un peu partout. N'hésitez pas à vous installer. Est-ce que le son fonctionne bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Bonjour. Wow. OK, attendez. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Leïla Copti, présidente de Copticom Stratégie Relations publiques, et c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que je vous souhaite la bienvenue au lancement de notre collectif de la société civile québécoise pour la COP 15 sur la biodiversité de Montréal. On tient d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. On salue aussi toutes les personnes qui nous écoutent en direct à distance. Alors, comme vous le savez, il y a un peu plus de 5 mois, on a appris que la COP de la biodiversité aurait lieu en décembre à Montréal. C'était le 20 juin, à l'aube de nos vacances d'été. Et là, on a tout stoppé, ce qu'on faisait, et on s'est réunis en toute urgence pour se concerter afin de pouvoir recevoir en grand la communauté internationale pour répondre à l'urgence d'agir quant à la perte de la biodiversité et la protection de la biodiversité à l'échelle planétaire et chez nous. Évidemment, vous devinerez, parce que vous en faites pas mal tous partie, que les gens n'ont pas été difficiles à convaincre et tout le monde a répondu à l'appel. Alors, nous sommes tous et toutes des artisans de ce magnifique collectif. Le Québec est reconnu pour sa pratique de dialogue social et rapidement, on s'est tous mis en mode collaboratif entre les secteurs privés, publics et la société civile pour saisir cette opportunité unique qui se passe chez nous, pour s'impliquer davantage, pour accélérer les efforts de protection, de conservation, de mieux faire comprendre aussi les causes de la perte de la biodiversité et les meilleures façons de la protéger, tant au Québec, au Canada qu'à l'international, et aussi pour faire des liens entre la crise de la biodiversité et la crise climatique. Alors, c'est avec beaucoup de fierté, d'enthousiasme et énormément de nuits blanches qu'on fait ce lancement aujourd'hui de notre collectif COP 15 qui réunit 67 organisations des milieux environnementaux et de conservation, de développement international, des jeunes, des organisations autochtones, des syndicats, des organisations financières, des fondations philanthropiques et des centres de recherche. Le tout avec un comité de pilotage composé de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, de Fonds d'action, de Nature Québec, du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, du Réseau Action Climat Canada, du Réseau des milieux naturels protégés, de la Société pour la nature et des parcs, ainsi que de Copticom. Le collectif s'est fixé 4 objectifs pour guider l'ensemble de ces activités. D'abord, de faire de la COP 15 une COP distinctive avec des retombées durables qui va aborder, entre autres, les causes sous-jacentes des crises de la biodiversité et du climat. On veut aussi faire rayonner toutes les initiatives locales pour contribuer à l'ambition et mobiliser une diversité d'intervenants. On souhaite sensibiliser le public et une diversité de secteurs pour qu'ils se mobilisent en faveur d'un cadre mondial ambitieux. Et enfin, on veut faire des gains concrets auprès des gouvernements du Québec, du Canada et des municipalités en matière de protection de la biodiversité d'ici la fin de l'année 2022 et après la COP aussi. Alors, je vous explique rapidement le déroulement de notre bel événement. On va d'abord vous expliquer les enjeux et les attentes à l'échelle locale et internationale à l'égard de la COP 15. Ensuite, on va vous présenter les grandes lignes de la magnifique programmation qui est actuellement en construction pendant la COP 15.
On va aussi vous parler de l'importance des enjeux de biodiversité sur les communautés et la nécessité de maintenir la mobilisation. Et on va aussi avoir un mot du secrétariat de la Convention de la diversité biologique. Les prises de parole devraient terminer à 10h30 et on a une période de questions qui est dédiée aux médias ensuite. Et après tout ça, on s'invite à prendre une belle photo tous ensemble de notre magnifique collectif. Et avant de vous présenter les panélistes, je tiens à remercier toutes les organisations qui ont répondu à cet appel à l'action. Et au nom du collectif, je tiens à remercier leur collaboration, le gouvernement du Québec, du Canada et également de la Ville de Montréal pour vraiment leur partenariat dans ce processus. Et j'en profite pour souligner la présence de Mme Valérie Patreau, conseillère d'arrondissement Outremont, vice-présidente de la Commission sur l'examen des contrats et membre de la Commission permanente eau, environnement, développement durable et Grand Parc de la Ville de Montréal, et Mme Julie Roy, conseillère de la Ville de Saint-Sulpice, ainsi que Cartierville, conseillère de l'arrondissement, que c'est ça, hein? Bon, c'est mon arrondissement en plus, présidente de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les Grands Parcs. Et aussi, je profite pour souligner la présence de plusieurs membres des ministères du gouvernement du Québec et du Canada. Alors, on tient aussi à remercier toutes les équipes d'Espace pour la vie qui offrent ce magnifique lieu aujourd'hui. Votre collaboration est précieuse. Alors, à présent, sans plus tarder, j'invite Alain Branchot, directeur général de SNAP Québec, à venir nous adresser quelques mots. Merci à tous. Bon lancement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents en si grand nombre. 67 organisations réunies pour défendre le vivant, pour défendre la biodiversité, pour exiger des actions qui permettront de changer le cours du monde, pour faire de la prochaine conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique un point tournant. Rappelez-vous du lieu et de la date, la Biosphère, Montréal, au Québec, le 27 octobre 2022. La COP 15 pourrait être le rendez-vous mondial le plus important de la biodiversité de la décennie, l'équivalent en quelque sorte de la COP 10 tenue à Nagoya au Japon en 2010 et où les objectifs de la décennie 2010-2020 ont été entérinés. Le grand défi de la COP 15 sera d'adopter un nouveau cadre mondial actif jusqu'en 2030, un cadre mondial pour arrêter le déclin du vivant et faire de la protection de la nature une valeur fondamentale de nos sociétés. Pour être à la hauteur, le collectif espère la ratification d'objectifs ambitieux de conservation de la nature, notamment la protection de 30 % du territoire terrestre et marin d'ici 2030, des ressources pour financer la mise en œuvre du cadre mondial et des mesures contraignantes pour assurer l'atteinte des objectifs de façon équitable et inclusive. Le collectif COP 15 invite Montréal, le Québec, le Canada, à titre d'hôte de cette conférence et du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, à faire preuve d'exemplarité et d'audace dans les prochaines semaines. Le collectif demande des gains concrets en matière de protection des milieux naturels et des espèces menacées, des investissements à la hauteur du défi, et la mise en place d'approches pan-gouvernementales responsables et transparentes, la modernisation de plusieurs lois et règlements et un meilleur encadrement du secteur privé. Le collectif a ciblé plusieurs enjeux sur lesquels les gouvernements ont le pouvoir d'agir dès maintenant, notamment la protection permanente de la rivière Macpaye sur la Côte-Nord, l'agrandissement du parc marin Saguenay-Saint-Laurent dans l'habitat du Beluga, et la réalisation d'un grand parc urbain dans l'est du Grand Montréal pour corriger un déficit d'accès à la nature. Pour réussir le défi titanesque d'arrêter et de renverser la tendance du déclin de la biodiversité, les gouvernements et la société civile devront également apprendre à mieux collaborer. Nous remercions la Fondation ECO, basée ici même à Montréal, qui a pu octroyer rapidement un financement substantiel au collectif dès la mi-août. Nous remercions également la Fondation Sitka, basée à Vancouver, pour son soutien au collectif.
Nous pouvons également vous communiquer en primeur que les gouvernements du Québec et du Canada répondent présents et supporteront financièrement certaines activités du collectif. Le collectif veut insuffler l'énergie nécessaire pour faire de la COP 15 un moment historique comparable à la COP Climat de 2015 qui a mené à l'accord de Paris. En réponse aux nombreux messages du secrétaire des Nations unies, du GIEC et de l'IPBES qui appellent à des changements systémiques, le collectif organisera une grande conférence internationale sur les causes sous-jacentes du déclin de la biodiversité, ces mêmes causes sous-jacentes également responsables de la crise climatique. S'attaquer aux grandes causes du déclin du vivant, que sont la perte des habitats, le prélèvement non soutenable des espèces, la pollution, les changements climatiques et les espèces envahissantes exotiques ne suffit pas. Il faut également s'attaquer aux causes sous-jacentes qui entretiennent ces causes directes. La grande conférence sur les causes sous-jacentes aura pour objectif d'amorcer le dialogue sur les solutions pour transformer notre système économique et notre système de valeurs et de faire un appel pour la poursuite de ce dialogue dans les prochaines COP, climat et biodiversité confondus. S'il y a un endroit dans le monde où ces discussions essentielles pour l'avenir de l'humanité peuvent avoir lieu dans un climat serein et enthousiaste, de façon inclusive et créative, s'il y a un endroit où il est possible de mobiliser la société civile, c'est bien ici, à Montréal, au Québec. Merci. Merci, Alain. Et maintenant, j'invite Anne-Céline Guyon, chargée de projet climat à Nature Québec, à prendre la parole. Merci, Leïla. Bonjour tout le monde. Très contente de vous voir aussi nombreuses et nombreux avec nous ce matin. Donc, comme le disait mon collègue Alain à l'instant, la COP 15 à Montréal a le potentiel d'être le rendez-vous mondial le plus important pour la protection de la biodiversité depuis près de 10 ans. C'est un événement dont il faut évidemment se saisir, dont les Québécois et les Québécoises doivent se saisir. On le sait, les citoyens et citoyennes du Québec ont à cœur la protection du vivant. Ils sont de plus en plus nombreux et nombreuses à se mobiliser sur les enjeux de protection de leur milieu naturel de proximité. On l'a vu dans les dernières années, il y a foisonnement d'organisations et d'événements en ce sens. C'est pourquoi, pour le collectif, il était tout simplement évident qu'il fallait absolument rendre la COP accessible en dehors même des espaces de négociation à tous ces gens qui se mobilisent à la journée longue pour protéger le vivant. Il était aussi évident pour nous qu'il fallait vraiment saisir l'opportunité de la COP pour offrir à la population l'opportunité de se mobiliser en grand sur ces enjeux. À la fois, évidemment, autour du cadre mondial lui-même, pousser pour qu'il soit le plus ambitieux possible, qu'il réponde véritablement à l'urgence d'agir, à l'urgence de stopper la perte de biodiversité, à l'urgence de restaurer nos écosystèmes, mais aussi, évidemment, mobiliser autour des politiques domestiques à la hauteur, justement, de ces grands défis. Évidemment, Leïla le disait en introduction, organiser une mobilisation d'envergure à moins de 5 mois d'avis est tout un défi, mais au Québec, on aime ça, justement, relever ce type de défi-là. Et fort d'un historique incroyable, justement, de coalition, de collaboration du milieu environnemental québécois, qui sort très largement maintenant des ONG environnementales de manière générale, et votre présence ici aujourd'hui le démontre de manière très concrète. Nous nous organisons maintenant pour vraiment mettre en place une programmation de la société civile qui va refléter justement toute cette mobilisation et le fait que nous voulons un tel niveau d'ambition. Nous nous sommes retroussés les manches pour organiser une programmation donc riche, diversifiée, inclusive et solidaire. Comment allons-nous faire ça? En fait, il va y avoir 3 grandes occasions. Tout d'abord, un espace que nous allons nommer l'espace Génération Vivante, du slogan que notre collectif s'est donné. Un espace qui va accueillir en son sein une 60aine d'événements organisés par les événements, oui, du collectif COP 15, mais pas seulement, aussi
certains événements organisés par des organisations de la société civile internationale que nous avons la chance d'accueillir donc à Montréal en décembre. Des événements aussi organisés par des communautés autochtones et par des groupes citoyens, excusez-moi. Une programmation qui doit donc refléter véritablement la fameuse richesse, la diversité et l'importance d'agir pour la protection de l'environnement. C'est aussi un espace où on va vouloir mettre l'accent sur les initiatives d'ici et d'ailleurs inspirantes, porteuses d'espoir pour la protection du vivant. Où cela va-t-il se dérouler? Dans 2 lieux principaux, à l'UQAM et à la Maison du développement durable. Pourquoi ces lieux? Nous voulions avoir des lieux proches aussi des espaces de négociation, car nous avons besoin évidemment de pouvoir être à l'un et à l'autre de manière relativement facile, mais aussi pour répondre à un besoin de la communauté internationale qui nous disait: vous savez, on vient à Montréal, c'est au mois de décembre, en plein hiver, on n'a pas envie de passer des heures et des heures dehors. Donc, on a vraiment réfléchi à avoir des espaces les plus proches possibles, donc des espaces de négociation. Et pour rendre aussi le dialogue d'autant plus nécessaire et facile en ce sens. Cet espace sera ouvert du 6 au 19 décembre, donc pendant l'entièreté du déroulement de la COP15 et va s'ouvrir avec le fameux événement des causes sous-jacentes dont parlait Alain tout à l'heure. Deuxième grande occasion, les dialogues pour la biodiversité. Pour ceux qui connaissent, c'est exactement sur le même modèle que les dialogues pour le climat, qui d'ailleurs débutent dans quelques jours à peine. C'est une initiative commune qui va être mise sur pied et qui va avoir pour objectif, 1, d'aider les citoyens et les citoyennes à s'approprier les enjeux de biodiversité à leur échelle, les enjeux de négociation également, et qui va mettre en valeur les savoirs et les expertises de la société civile. Nous souhaitons en fait, avec les dialogues, véritablement recréer des espaces d'échange et de mobilisation et la programmation, en fait, l'entièreté de la programmation d'ailleurs de tout ce qu'on est en train d'organiser va être accessible gratuitement et accessible à tous et à toutes. Les dialogues, ça va être surtout aussi des panels, plusieurs panels en matinée, intersectionnels, intergénérationnels. Ça va être aussi des débriefings journaliers entre les gens qui sont à l'intérieur des négociations et qui viendront expliquer justement à la société civile qu'est-ce qui se passe de manière hebdomadaire, où en sont rendues les négociations, quelles sont les avancées, quels sont les points de blocage. Ces dialogues-là, eux, auront lieu donc à la Maison du développement durable et se dérouleront également sur l'entièreté de la COP15. Enfin, troisième occasion de se mobiliser, un moment de rassemblement, une marche, le 10 décembre, donc mettez d'ores et déjà la date à votre agenda, le 10 décembre en après-midi, un grand moment de rassemblement justement, où on aura l'occasion d'être tous et toutes ensemble pour la protection du vivant et pour montrer que nous voulons des négociations à la hauteur de cette crise et que nous voulons aussi des politiques domestiques qui répondent. Un événement qui sera inclusif, donc oui pour la société civile québécoise, mais aussi la société civile internationale est invitée à participer. Nous sommes déjà en lien avec plusieurs groupes internationaux qui veulent venir marcher, qui veulent venir y prendre la parole également pour nous parler de leurs enjeux dans leurs pays respectifs. Et un moment qui se voudra aussi un grand, j'ai envie de dire, un grand moment rassembleur et solidaire. Donc, 3 occasions de se mobiliser, d'assister à des événements, de mieux comprendre les enjeux liés à la protection et la restauration du vivant. On invite vraiment l'entièreté de la population aujourd'hui du Québec à venir assister à ces événements, à se mobiliser, à venir marcher avec nous le 10 décembre. Tout cela, je le disais déjà, mais je le répète, va être accessible gratuitement à tous et chacun. Et la programmation va être accessible normalement sur le site web du collectif cop15.org. Dans les prochains jours, la programmation est actuellement en train d'être montée. On va vous demander encore un petit peu de patience, mais elle s'en vient. Et croyez-moi, ça va être vraiment quelque chose de très, très grandiose et intéressant.
Merci beaucoup. Puis encore une fois, on vous invite tous à être présents dans ces différents événements. Merci beaucoup, Anne-Céline. Sans plus tarder, j'invite maintenant Hans Marotte, conseiller politique à la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec. Merci beaucoup. Certaines pourraient se dire, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Qu'est-ce que la FTQ fait là? Pourquoi que la FTQ a décidé rapidement d'embarquer dans le collectif? Certains pourraient dire, bien, la FTQ casse sa donne, comme Yvon Deschamps nous l'a dit. Bien, la FTQ, rapidement, depuis de nombreuses années, on regroupe plus de 500 000 membres. On a 34 grands syndicats. Dans la plupart de nos grands syndicats, il y a des spécialistes en environnement, des conseillers en environnement, des comités en environnement. Puis rapidement, on s'est posé la question, la biodiversité, qu'est-ce que ça donne? Puis ça n'a pas été bien long, hein? Les données sont là. La biodiversité, c'est la base de la vie. Fait qu'à partir de là, c'est la base de la vie, c'est la base de tout le reste. Fait que nos syndicats, la FTQ, s'est dit, bien nous, si on veut continuer comme être humain à se développer, à participer à la vie collective, à avoir des bonnes conditions de travail, puis que nos communautés soient vivantes, bien, il va falloir qu'on s'en occupe de ces questions-là. Puis, la FTQ est à l'avant-plan de ce qu'on appelle le dialogue social. On en a parlé précédemment, là. C'est beau de se battre, mais à un moment donné, il faut travailler en équipe. Quand tu regardes la liste des organismes qui font partie du collectif, il y a des gens qui se disent, bien, c'est quoi le rapport? C'est quoi le lien? Mais on est tous et toutes liés. La question de la biodiversité, ce n'est pas seulement les gens qui vivent dans les communautés éloignées, ce n'est pas seulement les gens qui subissent, c'est la base de tout. Donc, on est tous liés. Moi, je suis lié aux travailleurs forestiers en Abitibi. Vous êtes liés aux travailleurs qui travaillent dans le Grand Nord, dans les mines. On a un lien direct et il faut donc, on n'a pas le choix, de travailler ensemble pour faire en sorte que la biodiversité soit maintenue, parce que c'est la base de tout. Fait qu'on s'est dit ça, puis on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Bien, premièrement, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on mobilise nos membres. Puis on ne se le cachera pas, il faut faire beaucoup d'éducation, parce que les gens se posent encore la question, qu'est-ce que ça donne? Puis quand tu prends le temps de t'asseoir avec les gens puis d'expliquer l'importance de la biodiversité, bien nous, nos membres sur le terrain, ils disent, OK, je comprends, c'est dans mon intérêt de me battre là-dessus, c'est dans mon intérêt de faire avancer ces choses-là. Puis quand tu regardes l'histoire de l'humanité, tu comprends que ce qui a fait en sorte qu'on a réussi à perdurer à travers les millions d'années, l'être humain, bien, ça a été la coopération. Fait qu'on a beau dire, bah, c'est le gouvernement qui va s'en occuper, c'est pas vrai. Il ne va pas s'en occuper si nous, on n'est pas là, si on ne s'assoit pas ensemble, si on n'échange pas nos expertises pour faire avancer cette chose-là. Donc, nous, à la FTQ, ça a été clair, net et précis. D'ailleurs, Léla en a parlé. Hein, quand, au mois de juin, on a appris que la COP s'en venait, nous, ça nous a un peu chamboulé parce que notre congrès était dans la même période. On avait réservé le palais des congrès fin novembre, début décembre. Tu reçois un appel, tu te dis « Excuse, mais peut-être il faudrait que tu te tasses. » Tu sais, moi, je suis avocat, je regarde mon contrat est blindé. J'aurais pu dire au palais « Excuse, j'ai un contrat. » Ça n'a pas été bien long à la FTQ qu'on s'est dit « Non, regarde, qu'est-ce qui est important? » On est lié à ça, on a une opportunité, on a un leadership à exercer. Bien, on va se tasser. Puis, tu as parlé de nuit blanche, tu as parlé d'été un peu chamboulé. Bien, notre été a été chamboulé. On a eu plusieurs nuits blanches, parce que je ne sais pas si vous savez, mais déplacer un congrès comme ça de plusieurs semaines, de 2000, 2500 congressistes, c'est titanesque. Mais les équipes à la FTQ se sont dit, regarde, c'est quoi l'important? Bien, on a l'opportunité de peut-être avoir un impact pour les centaines, les milliers d'années à venir pour que l'humain puisse profiter de la biodiversité. Bien, on va s'arranger, on va mettre les bouchées doubles, puis on va faire le travail. Puis en terminant, je voudrais vous dire, parce que souvent les gens nous disent « Oui, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est compliqué, c'est loin de moi. » Nous, la première étape qu'on a faite, comme je l'ai dit, c'est qu'il faut que tu connaisses, il faut que tu comprennes, il faut que tu t'éduques, il faut que tu t'instruises. Et nous, on a fait ça avec nos membres, on le fait à tous les jours. Il faut que l'information soit diffusée. Il faut qu'on prenne les gens un à un, puis qu'on leur explique que nous sommes tous liés et qu'on va tous subir ces impacts-là. Fait qu'à partir du moment où les gens sont conscientisés, à partir du moment où les gens ont la connaissance, bien là, la prochaine étape, c'est l'action.
Tu ne peux pas régler un problème si tu ne sais pas qu'il y a un problème. Nous, on le sait qu'il y a un problème. De plus en plus de gens savent qu'il y a un problème, mais il y a encore des gens à convaincre. Et nous, la FTQ, vous pouvez être assurés qu'on va être à vos côtés pour faire cette lutte-là. Puis en terminant, je dirais que la question de la biodiversité, parce que c'est important, parce que c'est la base de la vie, elle est trop importante pour la laisser dans les seules mains des gouvernements. Alors, je vous encourage à embarquer avec nous, puis on va faire avancer les choses. Merci beaucoup. Alors, notre dernier invité, M. David Cooper, secrétaire exécutif adjoint du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. M. Cooper, la parole est à vous. Merci, Leila, et bonjour à tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin à l'occasion de le lancement du collectif de la Société civile québécoise pour le COP 15. Comme tenu là, je vais essayer d'être bref. Et je pense que les intervenants qui m'ont précédé ont exposé très clairement le défi que nous attendons tous. Le déclin continu de la biodiversité met en péril notre bien-être futur. Nous ne pouvons pas lutter efficacement contre le changement climatique sans protéger les écosystèmes. Nous ne pouvons pas prévenir les futures pandémies si nous continuons à détruire la nature. Nous ne pouvons pas produire des aliments sains et nutritifs sans biodiversité. Je pense que Hans a expliqué très clairement que tout est lié, tous les acteurs sont liés. La COP 15 s'agit de la réunion sur la biodiversité la plus importante depuis 12 ans, comme a dit Alain au début. Il offre à la communauté internationale l'occasion de stopper et de renverser cet appauvrissement de la biodiversité et de mettre la biodiversité sur la voie du rétablissement. Il est temps de finaliser et d'adopter un cadre mondial pour la biodiversité afin de catalyser les changements transformatifs nécessaires pour s'attaquer au moteur de la perte de la biodiversité. Mais pour réussir, nous avons besoin de tout le monde. Je suis donc très heureux que nous avons parmi nous aujourd'hui des représentants des syndicats, des gouvernements locaux, ainsi que des organisations de la protection de la nature. Et aussi, je voudrais souligner l'importance de le peuple autochtone. Tous les recherches, tout que nous connaissons sur la biodiversité, c'est le peuple autochtone qui est le plus efficace, le plus important dans la protection de son territoire et de la biodiversité. Nous avons besoin de toute voix à la COP 15 pour faire pression en faveur d'un cadre mondial solide, efficace, juste. Et après la COP, nous aurons besoin de vous pour aider à mettre en œuvre le cadre mondial et de demander des comptes au gouvernement et aux entreprises. Permettez-moi de remercier le COPTICON et l'ensemble du collectif pour les efforts en faveur de la COP 15, le dialogue, l'espace Génération Vivante, la mobilisation, la marche. Permettez-moi également d'exprimer notre réelle gratitude au Canada, au Québec et à la ville de Montréal pour les efforts
extraordinaire qu'ils ont déployé pour collaborer avec le secrétariat de la CDB afin d'organiser cette conférence en si peu de temps. Nous nous réjouissons de travailler ensemble pendant les prochaines 5 semaines en préparation de la conférence et pendant les 3 semaines de la conférence pour assurer un succès. Merci et merci pour... Ben, écoutez, merci à tous et à toutes d'avoir pris parole comme ça. Merci à tous d'être là parce que vraiment, vous en êtes des artisans. Vraiment, on parle au nous, c'est tout le monde qui est là. Donc, vraiment, bravo. Et je vous rappelle aussi que Anne-Céline en a parlé, mais la programmation dans quelques jours va être dévoilée sur le site. Alors vraiment, on vous invite à grand nombre à aller la voir. C'est tout simple. Je pense que c'est écrit juste devant, là. Donc, à aller voir le site. Et donc, à partir de maintenant, on a un micro. Si jamais on a des journalistes qui souhaitent poser des questions précises à des intervenants qui sont là, on peut aussi le faire en entrevue individuelle si vous voulez aussi par la suite. Mais quand on termine ça, on veut prendre une photo. Et je ne me rappelle plus où est-ce qu'on se rend pour la photo. Dehors. Dehors, on fait une photo de gang, une photo de classe, OK? Et puis, on a du petit café et puis des choses comme ça. Donc, si jamais il y a des journalistes qui ont des questions, on pourrait lever la main puis on va trimballer le micro pour... Oui? Alors, OK, pardon, excusez-moi, il y avait quelqu'un. Juste de vous identifier du média aussi. Oui, Anaïs Elbouch-Dany pour Nouveau Info. Je vous ai beaucoup entendu parler des communautés autochtones. On sait que c'est fondamental pour même décoloniser les approches. Je vois dans la liste qu'il y a seulement le Indigenous Climate Action Network, puis la nation Sitka en Colombie-Britannique, mais je voulais savoir quelles sont vos démarches là, auprès des gouvernements locaux autochtones au Québec. Oui, venez-vous-en. Je pense que ça va être plus facile. Si et vous autres voulez. organisations ça va être plus facile autochtones. pour répondre aux questions. Bonjour, enchantée. Nous sommes en relation avec eux, évidemment, notamment avec l'Association des Premières Nations du Québec-Labrador. Ceux-ci, en fait, sont en train justement de regarder concrètement qu'est-ce qu'ils vont faire pour la COP 15. Ont déposé plusieurs, notamment aussi, ont déposé plusieurs demandes d'événements, de side events à l'intérieur de l'espace de négociation. Donc ça, c'est une chose. Et après, effectivement, nous allons avoir plusieurs groupes autochtones, communautés qui vont vouloir venir, qui veulent venir faire aussi des événements à l'espace Génération Vivante. Donc, ils veulent véritablement pouvoir être présents là, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, on va vraiment faire en sorte là, de pouvoir leur donner accès le plus possible. Je suis comme curieuse de l'organisation, parce que c'est une chose d'inclure, mais est-ce qu'il y a des démarches pour qu'ils soient membres du comité organisateur? Ah oui, oui, ben, ils sont là. En fait, c'est ça, c'est que plusieurs membres de communautés autochtones sont partie prenante de l'organisation du collectif, participent à différents sous-groupes de travail, notamment d'ailleurs celui sur la mobilisation. Donc oui, rassurez-vous, ils sont bien présents dans l'organisation. Bonjour, Éric Pierre-Champagne à la presse. En fait, je pense que je n'apprends pas un grand secret à personne. Là, on a un gouvernement au Québec pour qui l'environnement est un peu... c'est pas une grande préoccupation, puis la question de la biodiversité peut-être encore moins. Là, on le voit, il y a des besoins, notamment par rapport aux espèces menacées, qui ne semblent pas très, très importantes pour ce gouvernement-là. Et, entre autres, aussi les milieux humides qui se font détruire à grande vitesse. Alors, si on veut donner l'exemple, lors de cette COP-là, avez-vous des demandes précises, particulièrement pour le gouvernement du Québec? Oui, absolument. Les 3 demandes qu'on a adressées tantôt, à savoir la création d'un grand parc dans le Grand Montréal, dans l'est du Grand Montréal, l'élargissement du parc marin Saguenay-Saint-Laurent sur la Côte-Nord pour l'habitat du beluga et aussi la protection de la rivière Macpail, qui est un geste de réconciliation avec les nations autochtones également. Ce sont 3 projets concrets où le gouvernement du Québec a un rôle à jouer.
faut quand même rappeler que le gouvernement du Québec a été modèle, l'élève, le premier de classe en termes de protection du territoire dans la dernière décennie, donc les objectifs de 2010 à 2020. On s'est rendu à 17%-ish de protection du territoire. Puis il y a déjà un engagement du gouvernement du Québec à protéger 30% d'ici 2030, ce qui en fait un cas unique au Canada. Donc, il y a quand même des bons côtés. On a demandé récemment à ce que la loi sur les espèces menacées ou vulnérables soit modernisée. Le Québec était avant-gardiste en 1989. Aujourd'hui, il traîne un peu de la patte avec sa loi. Il y a la nécessité de la moderniser. Puis, donc, au niveau des milieux humides également, il y a peut-être une révision à faire sur l'approche là, qu'on dit d'éviter, minimaliser et compenser, où en ce moment, le processus est clairement inadéquat. Donc, mais pour ce qui est des demandes du collectif, la révision de la loi sur les espèces menacées ou vulnérables en fait partie. Puis, plusieurs autres demandes qui vont être annoncées là, par différents partenaires du collectif au cours des prochaines semaines. Donc, on vous invite à rester à l'affût là-dessus. Oui, allô? Oui, bonjour. Alexandre Schirz, Devoir. Une question sur la biodiversité. On parle beaucoup, quand on parle d'enjeux environnementaux, des enjeux climatiques, mais les enjeux de biodiversité, souvent, effectivement, passent un peu au second plan. Est-ce que vous avez l'impression que les gouvernements ont encore une certaine méconnaissance du rôle que peut jouer la protection des milieux naturels, des espèces qui en dépendent? Par exemple, au Québec, le cas il y a un cas d'affrontement entre Québec et Ottawa, le dossier du caribou forestier. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore de l'éducation à faire au gouvernement sur ces enjeux-là? Bien absolument. Puis j'ai commencé mon intervention en soulignant le fait qu'on est 67 organisations aujourd'hui pour défendre le vivant, pour défendre la biodiversité. C'est assez extraordinaire comme symbole que ça envoie justement pour protéger la biodiversité. Les changements climatiques ont eu davantage d'attention au niveau des médias au cours des dernières années. Puis c'est quelque chose qu'on souhaite renverser. David l'a mentionné, c'est interrelié, ces deux grandes crises-là, puis les solutions à la crise climatique et les solutions à la crise de la biodiversité nous invitent à avoir un dialogue et à travailler ensemble pour trouver des solutions communes. Au niveau des gouvernements, il y a certainement un effort supplémentaire à faire pour que dans la structure de gouvernance des gouvernements, il y a davantage peut-être d'expertise dans la haute fonction publique, par exemple. La récente décision de transférer la faune à l'environnement et d'avoir une action peut-être plus cohérente au niveau de la protection de la biodiversité au Québec, c'est un bon signe qui est envoyé selon nous. Donc, moi, je ne peux pas parler pour tout le monde par rapport à ce genre de décision-là, mais on souhaite faire de la COP15, ce moment charnière-là où on va parler davantage de biodiversité au Québec et au Canada, à Montréal aussi. Et peut-être un point en terminant, c'est de dire que le mouvement de la conservation au Québec et au Canada est très avant-gardiste. Amener des idées sur la réflexion sur les causes sous-jacentes, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu dans le mouvement climat. Puis, je pense qu'on vient contribuer de façon significative à cette réflexion nécessaire sur les changements systémiques. Donc, je pense qu'on peut saluer toute la mobilisation du milieu de la conservation. Je pense qu'on fait un pas en avant qui va aider à solutionner les deux grandes crises environnementales. Puis, si je pouvais me permettre de compléter, je pense qu'aussi, il y a une mécompréhension de nos gouvernements quant au danger aussi que de vouloir adresser ces crises-là juste en silo, l'une d'un bord, l'autre de l'autre bord, dans le sens où on voit, et malheureusement, la COP27 qui débute dans quelques jours semble s'enligner aussi sur ce modèle-là. On aborde la crise climatique beaucoup sur des enjeux technologiques et il y a un vrai danger à nous tourner justement vers uniquement en fait, vers ce type de solution au détriment de la protection des milieux naturels. Et je rappellerai que les milieux naturels sont aussi des puits de carbone
et que les détruire sous prétexte d'une certaine transition énergétique ne ferait qu'aggraver la crise et climatique que pourtant on est censé vouloir adresser par ce geste-là. Donc, d'où l'importance véritablement de lier les enjeux et, comme le disait Alain, véritablement de travailler sur les causes systémiques de ces deux crises. Je fais ça court. Élisa Serré, Radio-Canada. J'ai une question sur une présidence chinoise. Là, bien sûr, vous êtes des représentants de la société civile, mais est-ce que vous avez senti pendant les 5 derniers mois qu'il y avait des discussions? On voit bien qu'à la COP27, la Chine, en fait, c'est toujours vu un peu comme le mauvais élève, même s'ils tentent de faire bien malgré leur contexte sociopolitique singulier. Est-ce que c'est le cas avec la COP15? Est-ce que la Chine tente d'imposer certaines directions internationales sur la protection de la biodiversité qui peuvent rendre difficile votre travail? Oui, M. Cooper, peut-être vous pouvez me répondre parce que du point de vue du collectif, on n'est pas dans ces relations-là. M. Cooper. Sur le rôle de la présidence chinoise, c'est de rassembler tous les gouvernements, tous les partis de la Convention. C'est un rôle neutre, mais il va rassembler dans la dernière phase de la réunion les ministres pour trouver une solution. S'il y a les questions ouvertes dans la négociation. Je pense que si vous regardez à la Chine ou à tous les autres pays, le changement climatique ou en biodiversité, tous les pays doivent faire plus qu'ils fait maintenant. Hein? Nous connaissons de la rapport d'hier de la Nations Unies, le rapport aussi de la secrétariat climat, les rapports de la GIEC, que tous les pays doivent améliorer son politique sur le changement climatique. Il y a les engagements à la COP 26 pour faire ça, mais on espoir. C'est seulement 24 pays qui ont amélioré son politique sur le changement climatique. En biodiversité, c'est peut-être la même chose. Il y a les avances dans les derniers 12 ans, mais ce n'est pas suffisant pour le défi que nous avons. Et alors, on doit espérer les efforts plus forts au niveau des engagements, mais surtout sur le niveau de la mise en œuvre. Je compléterai aussi avec quand même quelque chose d'importance. On le disait, cette COP-ci a le potentiel d'être le plus grand rendez-vous sur la biodiversité d'ici 10 ans. Et un des signaux forts que justement la présidence chinoise pourrait envoyer quant à cette importance-là serait d'inviter les chefs d'État du monde entier à venir à Montréal pour la COP15, soutenus par aussi le gouvernement canadien. Donc ça, c'est concret, un geste concret que la présidence chinoise pourrait envoyer sur l'importance de l'événement. Merci à tous, à toutes. Donc, ceci met fin à la période de questions et au lancement en bonne et due forme. Je vous invite à nous applaudir, tout le monde, et à aller dehors pour une photo. Bravo!